Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Une fois que vous l'aurez visionnée, vous saurez à peu près tout sur les bouteilles de plongée. Alors nous allons voir la fabrication des bouteilles, principalement des bouteilles en acier, les différents types de fûts, les différentes robinetteries, les indications obligatoires qu'il doit y avoir sur nos bouteilles, obligatoires et légales, et les réépreuves. 3 types de matières différentes pour fabriquer les bouteilles en acier. La première chose, les plaques d'acier. Plaques d'acier, le culot de la bouteille est obtenu par un emboutissage à froid. Deuxième type, les tubes en acier, où l'on forme le culot de la bouteille à chaud avec une flamme, ce qui s'appelle le fluotournage. Troisième type de matière première, ce sont les tronçons d'acier, ce sont des barres d'acier pleines qui sont chauffées et que l'on emboutit également à chaud. Dans les 3 cas, on forme le col de la bouteille par un fluotournage avec une flamme donc à chaud. Mais qu'est-ce que ça va changer pour nous plongeurs? Ça va surtout changer sur notre confort lors de la plongée. La première chose, les plaques en acier, ce sont les bouteilles les plus légères. Elles sont obtenues par emboutissage et la marque la plus connue qui fabrique les bouteilles avec cette méthode-là, c'est la marque Faber. Ensuite, les tubes d'acier, et on obtient la bouteille par fluotournage aussi bien en haut qu'en bas, ont un poids un peu plus moyen et c'est la marque Luxfer qui fabrique ce type de bouteille. Troisième type, les billettes d'acier ou les tronçons d'acier, on appelle ça par le filage, donc c'est formé à chaud. Elles sont les plus lourdes et c'est la marque Ross qui fabrique ce type de bouteille. Donc le poids est surtout concentré sur le culot de la bouteille. Donc voilà les différentes méthodes de fabrication des bouteilles en acier. Maintenant les bouteilles, quelle que soit la méthode de fabrication ou la marque, il existe différents volumes qui vont du litre jusqu'aux 20 litres et même pour les bouteilles statiques comme pour les tampons des compresseurs par exemple, qui peuvent aller jusqu'à 25, 30, 50 litres et voire plus. Mais les modèles les plus courants, ce sont les 12 et 15 litres, ce sont celles qu'on voit quasiment tout le temps et également les bibouteilles en 2x10 ou 2x12. Les bibouteilles sont surtout utilisées non seulement pour une autonomie plus longue sous l'eau, mais est aussi beaucoup plus confortable sur le dos. On a un poids qui est beaucoup mieux réparti. Donc les différents matériaux utilisés, donc on a parlé surtout pour le moment des bouteilles en acier, qui sont les plus courantes, mais il existe des bouteilles qui sont en d'autres matériaux. Donc d'abord les bouteilles en aluminium que l'on voit très couramment en tant que buy-out pour les plongeurs qui plongent en recycleur ou en bloc de décompression, et également à l'étranger. Alors, les bouteilles en aluminium peuvent être soit en aluminium brut, soit peintes. Leur avantage, c'est surtout leur poids. Leur poids, donc pour un bloc de décompression par exemple, leur flottabilité est quasiment nulle, donc on ne les sent pas sous l'eau. Mais il y a d'autres avantages. Pourquoi trouve-t-on des bouteilles en alu en Égypte et qu'il n'y a quasiment que ça? Tout simplement parce que ce matériau résiste beaucoup mieux à la corrosion de l'eau salée que les bouteilles en acier. Par contre, elles ont un fâcheux désavantage, c'est qu'au niveau de la robinetterie, ce sont deux matériaux différents, de l'acier chromé et de l'aluminium qui est le corps de la bouteille, et cela peut provoquer un phénomène d'osmose entre les deux métaux. Donc c'est un point à surveiller sur les bouteilles de plongée en aluminium. Le troisième type de bouteilles de plongée sont les bouteilles en carbone. Leur gros avantage également, c'est leur poids. Le désavantage, c'est qu'elles ont un certain volume, donc on ne fait que déplacer le poids. Donc en plongeant avec des bouteilles en carbone, on va probablement devoir se surlester. Alors il y a des légendes urbaines qui disent qu'on ne peut pas faire rééprouver des bouteilles en carbone, c'est complètement faux. Voyons ensemble les différents types de robinets. Il y a d'abord le simple sortie, donc c'est une seule sortie sur le robinet, que l'on voit sur certains blocs, sur les blocs de piscine et sur les blocs de décompression. Il y a également le robinet à double sortie, donc c'est une seule bouteille et deux sorties au robinet.
qui est vivement conseillé dans les eaux froides, enfin dans nos eaux en Belgique, et qui est obligatoire à partir du 2e étoile. Troisième type de robinet que l'on voit également couramment, c'est le double robinet avec isolateur qui se trouve sur les bouteilles, les bibouteilles. Pour le robinet, nous avons deux types de filetage différents. Je parle bien du filetage de la tête de robinet et pas du filetage qui rentre dans la bouteille. Donc c'est les deux types différents qu'on a. C'est d'abord le premier, le M25x2, qui est le plus courant. C'est celui qu'on voit partout, qui est le DIN, qui est également le support des montages en étrier qu'on va voir juste après. Le deuxième type, c'est le M26x2, qui est surtout utilisé pour les mélanges suroxygénés, les nitrox et les décompressions à l'oxygène. Je vous disais, on a différents types de connectiques sur les bouteilles de plongée. Premier type, c'est le montage en étrier avec un premier étage en forme d'étrier. Deuxième type, montage en DIN avec un premier étage en forme de DIN. Il y a la différence entre les deux. Il y a, à part la connectique, c'est vraiment au choix de chacun. Certains plongeurs préfèrent plonger avec des étriers, d'autres préfèrent plonger en DIN. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux robinets? Eh bien, il n'y en a pas. Parce que tout simplement, si je place un opercule dans mon robinet DIN, l'opercule transforme mon robinet en robinet étrié. Voyons ensemble le fonctionnement de base d'un robinet. Première chose, l'air comprimé qui est dans la bouteille est bloqué par ce qu'on appelle le clapet. Le clapet, c'est la petite pièce noire qui se trouve ici, qui vient s'appuyer contre le siège de la bouteille, que j'entraîne à l'aide du volant et de la tige de tournevis, qui permet de déplacer ce clapet d'avant en arrière et d'ouvrir ou fermer la bouteille. Deuxième chose, comme on le disait précédemment, dans le robinet, je peux mettre un opercule ou un insert qui permet de convertir mon robinet soit en DIN en étrier. Dernière chose qu'on va voir ensemble sur le robinet, c'est le petit tube qui se trouve à l'intérieur de la bouteille, donc qui n'est pas visible, qui s'appelle le tube plongeur ou le tube de brossard. Tout simplement, ce petit tube permet à ce que quand le plongeur se retrouve avec la tête en bas ou que la bouteille a la robinetterie vers le bas, permet à ce que les huiles de protection qui se trouvent dans la bouteille ne rentrent pas dans la robinetterie et protègent ainsi le premier étage du détenteur. Voyons ensemble les différentes inscriptions qu'il y a sur les bouteilles. Vous avez déjà tous vu qu'il y a des lettres et des chiffres qui sont gravés dans les bouteilles. Ces lettres et ces chiffres ont une signification et surtout, elles sont obligatoires et légales. Voyons ensemble les différentes indications qui sont d'abord obligatoires. Première chose, c'est le numéro de série de la bouteille. Le numéro de série de la bouteille, c'est son identité. Elle permet de retracer la bouteille et éventuellement même de la retrouver en cas de vol. Deuxième chose, c'est le nom ou le sigle du fabricant. Souvent, c'est le nom, parfois c'est un sigle, donc c'est une indication qui est obligatoire. Chose suivante, également obligatoire, c'est la pression de service. Donc c'est la pression à laquelle la bouteille est utilisée couramment. Dans ce cas-ci, c'est 230 bars. Autre indication obligatoire, c'est la pression d'épreuve. Donc dans ce cas-ci, 345 bars, ça veut dire que lors de l'épreuve hydraulique, la bouteille sera testée jusqu'à 345 bars. Autre indication obligatoire, c'est également la date de fabrication. C'est également une traçabilité, mais ça permet surtout de donner à partir de quelle date il faut se référer pour les réépreuves. À côté de cette date de fabrication, il y a également un poinçon d'un organisme de contrôle. On verra ensemble par après les poinçons spécifiques pour les réépreuves. Autre indication importante et qui est obligatoire, c'est le poids à vide de la bouteille sans robinet. Alors, cette indication est importante parce que ça va permettre d'avoir un poids de référence lors des réépreuves optiques et hydrauliques. Lorsqu'on va peser la bouteille, si elle a perdu trop de poids par perte de matière, elle sera déclassée, c'est 10% du poids. Point suivant qui est également obligatoire, c'est la capacité en litres. Maintenant, à côté de ça,
il y a d'autres indications qui sont devenues courantes sur les nouvelles bouteilles, moins sur les bouteilles les plus anciennes, qui sont le pas de vis utilisé pour donc le filetage utilisé dans le culot de la bouteille. C'est très important de mettre un robinet et un filetage qui correspond. Les filetages se ressemblent, mais ne sont pas spécialement les mêmes. Donc il faut absolument toujours utiliser un robinet avec un filetage identique à celui de la bouteille. Soyez très attentifs à ça, il y a de nombreux accidents qui sont déjà arrivés. Ensuite, on a également certaines normes, des normes de fabrication, des normes EN ou des normes CE, qui sont également devenues très courantes, pas encore tout à fait obligatoires, selon les pays de fabrication, mais c'est quelque chose qui va devenir obligatoire avec le temps. Point suivant, c'est l'épaisseur de la paroi, épaisseur minimum de la paroi, qui est également une indication qui est contrôlée lors d'épreuves actuellement. C'est de voir si la paroi n'a pas été transformée, si la bouteille n'a pas perdu trop d'épaisseur par déformation. Point suivant également, c'est les températures de service. Donc ici, on voit que c'est une bouteille que je peux utiliser entre moins 40 et plus 60. C'est un conseil d'utilisation et c'est surtout pour protéger le fabricant. Parlons ensemble maintenant des autres poinçons que l'on trouve sur les bouteilles. Premier poinçon, 2R suivi d'une date, d'une année et d'un mois et d'un poinçon d'un organisme de contrôle. Parfois, le mois est avant l'année, ça dépend un petit peu de où on fait contrôler la bouteille. C'est ce qu'on appelle l'épreuve optique. Petit moyen mémotechnique pour retenir, 2R, optique, on a 2 yeux pour observer, donc 2R c'est bien une épreuve optique. L'autre type de poinçon, c'est l'épreuve hydraulique, un seul R suivi d'une date, mois et année, qui également peut être soit d'abord l'année, soit d'abord le mois, selon où on va le faire contrôler, et le poinçon de l'organisme de contrôle. Voyons ensemble maintenant un peu plus en détail ce qu'est une épreuve optique. C'est une épreuve qui a lieu tous les 2 ans et demi, tous les 30 mois, où on fait une inspection visuelle de l'intérieur et de l'extérieur de la bouteille. Si jamais, lors de l'inspection visuelle, il y aurait un doute sur la bouteille, sur la validité du contrôle, on va pousser le contrôle plus loin, soit par un contrôle de l'épaisseur de la paroi de la bouteille par ultrason, ou un contrôle radiographique. Ces 2 premiers cas sont surtout utilisés pour les grosses bouteilles, les bouteilles des tampons de compresseurs, ou tout simplement, on va utiliser la méthode de la pesée de bouteille et on va contrôler sa tare. C'est pour ça qu'il y a le poids initial qui est gravé sur la bouteille, ce qu'on a vu précédemment, et qui va permettre de contrôler si la bouteille n'a pas perdu trop de poids. Pourquoi on pourrait déclasser une bouteille? Pourquoi l'organisme de contrôle déclasserait une bouteille? Parce qu'il y a des plis ou des boursouflures internes dues à la corrosion, que la corrosion est très inégale entre différentes parties de la bouteille, qui est éventuellement des fissures ou des micro-fissures, qui a une épaisseur différente entre le fond et les parois, due à la corrosion principalement, ou éventuellement une perte de poids supérieure à 10%. Alors ici, vous avez une petite photo d'une bouteille qui a été coupée en 2 suite à un déclassement. Vous voyez que la corrosion à l'intérieur, ça peut parfois aller très loin. Et cette bouteille, il était important de la déclasser parce que ça devient très dangereux de l'utiliser. Alors, dernier point de cette capsule sur les bouteilles de plongée, donc l'épreuve hydraulique. Comme je disais, un seul R suivi d'une date et du poinçon de l'organisme de contrôle. Cette épreuve hydraulique a lieu tous les 5 ans. La bouteille est remplie à ras-bord d'eau. Elle est placée derrière un blindage. Et ensuite, on monte dessus une connexion qui permet de monter la bouteille en pression, la pression d'épreuve. Souvenez, c'est ce qui est gravé sur la bouteille. Lors de la fin de l'épreuve, on doit retrouver la totalité de l'eau qui a été ajoutée dedans. Si elle est absente ou qu'il y a une partie, c'est dû soit à une fuite lors du montage du mécanisme de mise en pression, alors l'essai est recommencé,
ou tout simplement un éclatement de la bouteille qui dès lors est déclassé, ou une déformation permanente de la bouteille dont le volume a augmenté et la bouteille sera donc également déclassée. Ici une petite photo qui vous montre deux bouteilles qui ont bien sagement explosé. C'est également un contrôle qui est important. Voilà pourquoi on est si à cheval sur les dates de réépreuve des bouteilles. Merci pour votre attention. J'espère que maintenant vous êtes incollable sur les bouteilles de plongée. Si vous avez des suggestions ou des conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur Facebook. Ou si éventuellement vous voulez qu'on fasse une capsule sur un sujet en particulier, allez-y. À bientôt.